C'est la 6e extinction de masse en cours. Coût médical, coût pour l'agriculture, coût pour l'économie informelle, coût pour l'infrastructure, coût même en termes de préparation à la défense. Pensez aux fermiers, pensez à la récolte, pensez à l'écosystème entier, pensez à l'insecte responsable de la pollinisation. Survivrait-il? Pensez aux rivières. 60% de la population n'auront rien pour se nourrir. Et s'ils n'ont rien pour se nourrir, que feront-ils? Ils se précipiteront vers d'autres endroits. Maintenant, pensez à la migration de masse. Maintenant, pensez au chômage. Maintenant, pensez à, pas seulement la migration de masse, c'est un mot très pratique. C'est ce qu'on appelle le déplacement total de grande partie de la population. Qui ira manger dans un restaurant? Qui prendra un taxi? Qui embauchera un cuisinier ou un jardinier? Qui se rendra dans les lieux touristiques? Alors, qu'adviendra-t-il de l'industrie des services? De quelle économie parlons-nous? Les gens pensent que l'économie peut non seulement se maintenir à flot, mais aussi croître indépendamment du changement climatique. Et nous n'avons pas encore abordé les coûts médicaux, monsieur. Des maladies liées au mode de vie comme le cancer, les maladies cardiaques, les maladies rénales, aux maladies bactériennes comme la tuberculose, aux maladies virales, tout serait exacerbé par le changement climatique. Quelle croissance économique! Le cœur économique de l'Inde est Mumbai, et nous savons de combien de centimètres le niveau de la mer a déjà monté. Que va-t-il arriver à Mumbai? 3 de vos plus grandes villes métropolitaines, Mumbai, Chennai et Kolkata, sont vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Et vulnérabilité est encore un mot doux. Quand le niveau de la mer monte, il engloutit simplement la ville. C'est tout. Fini. Jeu terminé. S'il y a un avenir, l'avenir se souviendra de nous. C'était les idiots. Namasté, Acharyaji. Je suis Vishnu et j'ai commencé à écouter vos sessions à partir d'une session à l'IIT de Bombay que j'ai suivie en tant qu'étudiant. Alors, ma question est principalement sur le changement climatique. Par exemple, quand on parle aux gens du changement climatique, on rencontre très souvent, vous savez, beaucoup de climato-sceptiques qui considèrent le changement climatique comme une farce. Alors, ici, ma question concerne principalement quelles preuves nous devrions leur donner pour remettre en question leur position et les informer sur la gravité du problème auquel ils font face. Bienvenue, vous venez du bon endroit. Voyez, la preuve que vous devez donner n'est pas subtile ni immatérielle. Rien n'est caché aux yeux. Tout est disponible dans les rapports de recherche. C'est partout sur Internet. C'est dans les nouvelles. Donc tout est là. C'est juste que, parce que les médias ne le mettent pas tellement en avant. Alors il faut chercher un peu pour les nouvelles et les preuves que le changement climatique se produit réellement. Et pas seulement qu'il se produit. Le changement se fait à un rythme que même les scientifiques n'avaient pas anticipé. D'habitude, nous le disons ainsi, qu'en 2025, 1,3 degré plus ou moins 0,4 degré, un changement de température est attendu ou redouté. Alors, les scientifiques ont tendance à être prudents. C'est leur boulot. Ils ne sont pas censés créer des sensations. Mais même les estimations scientifiques sont en train d'être dépassées. Et nous avons plus de preuves que nous pouvons tolérer de partout dans le monde. Vous avez tellement d'Inde, vous avez tellement des États-Unis, d'Europe, d'Australie, du Mexique, de Chine. Toutes les parties du monde connaissent des situations météorologiques extrêmes, une fois par siècle. Alors, nous avons plein de preuves. Aux États-Unis, vous avez eu, ce mois de janvier, des incendies de forêt en Californie, non? Et pourquoi exactement cela s'est-il produit? Cela est arrivé parce que
Tout d'abord, il y avait trop de chaleur, ce qui a rendu le sol forestier extrêmement sec. Cela signifiait également que la chute des feuilles était plus importante que d'habitude. Et plus de chaleur dans l'atmosphère signifie également que la vitesse du vent est plus élevée que d'habitude. La chaleur est de l'énergie. L'énergie entraîne une vitesse de vent plus élevée. Donc plus de chaleur, plus de sécheresse, moins de précipitations et une vitesse de vent plus élevée. Et vous avez eu des incendies de forêt sans précédent en Californie. Et c'était du côté ouest. Maintenant, ces derniers mois, du côté est, vous avez des vagues de chaleur jamais vues auparavant. La région de New York et d'autres endroits, en ce moment, juin, étouffant. Plus près de chez nous, en Inde, les 4 premiers mois de cette année ont été parmi les mois les plus chauds des 100 ou 125 dernières années. Les 4 premiers mois. Et puis, au 5e mois, soudainement, il y a eu tellement de pluie. Alors, c'était le mois le plus pluvieux depuis longtemps. Et tout cela a causé des ravages sur l'économie, la santé publique, sur tout ce qui est exposé aux éléments de la nature. Même le chômage, car les gens ne peuvent pas travailler. L'économie informelle ne fonctionne pas dans des conditions météorologiques extrêmes. Ce sont les personnes qui travaillent dans la rue, sur les routes, dans les espaces ouverts, dans les usines. Et nous ne parlons pas encore de l'agriculture. Nous parlons de l'économie étant exposée aux éléments. Et nous ne parlons pas de l'agriculture, qui représente encore plus de 50% de l'économie de l'Inde, en termes de participation de la main-d'œuvre. Alors, il y a eu d'énormes dégâts dans le monde entier. Il pleut à Madras, dans le Tamil Nadu, alors que cette région n'est pas censée recevoir beaucoup de pluie en ce moment. Et ce genre de pluie hors saison et aussi de périodes sèches sont ressentis dans tout le pays. Pourquoi? Nous ne voulons pas le regarder, mais la variation de température que l'Inde en particulier subit est 2 fois plus grande que celle que le reste du monde subit en raison du changement climatique. Nous savons que la température moyenne mondiale a dépassé 1,5 degré Celsius, au-dessus de la normale maintenant, nous le savons. Mais même cette augmentation n'est pas uniforme. Cette hausse est beaucoup plus orientée vers le sous-continent indien, Inde, Pakistan, Bangladesh. Ainsi, les températures ont augmenté partout, mais elles ont augmenté beaucoup, beaucoup plus en Inde, tant les températures que les événements météorologiques extrêmes. Et les hauts ainsi que les bas. Le nombre de personnes qui souffrent de coups de chaleur cette année, tout cela est dans le domaine public. Comment les gens peuvent prétendre qu'ils ne sont pas au courant des événements climatiques reste un mystère pour moi. Nous comprenons que les médias n'insistent pas vraiment là-dessus, mais c'est quand même partout autour de nous. Dans de nombreux cas, les preuves se trouvent au sein même du foyer, dans la famille. Comment peut-on ignorer cela? Hein? C'est juste de l'auto-tromperie. L'auto-illusion est comparable à la négligence criminelle.
En fait, il y avait cette liste d'événements météorologiques très importants dans le monde entier. Apportez mon dossier. J'ai déjà parlé de celui-ci. New York, Boston, Philadelphie, hein? La partie est des États-Unis. Ils connaissent une chaleur massive. Il y a un dôme de chaleur et les nuits ne parviennent pas à se rafraîchir. Comment est-ce quelque chose de si privé, si caché, si confidentiel que les gens prétendent ne pas le savoir? Comment feignons-nous une telle ignorance? C'est là. Alors la côte Est, elle subit une grande vague de chaleur qui s'y trouve. Celle-ci, oui, Royaume-Uni. Angleterre du Sud-Est. Angleterre du Sud-Est. Et l'Angleterre est plus froide que les États-Unis, n'est-ce pas? Même parmi les pays européens, l'Angleterre est l'un des plus froids. 32 degrés Celsius. En Angleterre, ce type d'événement devrait idéalement être si improbable qu'elle ne devrait se produire qu'une fois tous les 2500 ans. 32 degrés en Angleterre. C'est chaud même selon les standards de certains États indiens. Par exemple, 32 degrés dans l'Uttarakhand ou l'Himachal serait considéré comme chaud. Et vous avez cette température au Royaume-Uni. Cela est devenu 100 fois plus probable maintenant. Comment dire que le changement climatique est quelque chose du futur, que c'est un événement lointain? C'est ici même devant nous. C'est l'Anthropocène. Nous sommes en plein dedans. Cela se passe actuellement. Juste que nous prétendons que c'est une petite chose ou quelque chose que nous pourrons éviter personnellement et pour nos familles. Espoir irréaliste, c'est quelque chose des éléments, c'est quelque chose de l'air. Nous parlons des ppm de dioxyde de carbone qui augmentent massivement dans l'air, avec une augmentation de 80%. C'est quelque chose de l'air. Et comment éviterez-vous que l'air entre dans votre maison? Le changement climatique nous attaquera directement chez nous. Il le fait déjà. C'est juste qu'en ce moment, ce sont les plus défavorisés qui en subissent les conséquences. Alors, les plus chanceux peuvent se permettre la négligence. Non pas qu'ils ne sachent pas vraiment, mais ils peuvent se permettre de mettre de côté le savoir pendant un certain temps. Voyons combien de temps ils peuvent prétendre une telle ignorance. C'est mai 2025 et au cours des 12 derniers mois, à partir de mai de l'année dernière, c'est-à-dire le nombre moyen de jours de canicule dans le monde a augmenté de 30. Donc en moyenne, si un endroit avait habituellement 15 jours de vagues de chaleur, cet endroit en a maintenant 45. Si un endroit avait habituellement 60 jours de vagues de chaleur,
Cet endroit en a maintenant 90. Et nous disons qu'il n'y a pas de preuve. La preuve est sous nos yeux. Bientôt cela nous poignardera en plein cœur. Cette année, le mois d'avril a été si chaud qu'en Inde, les températures moyennes dans le nord ont augmenté de 5 à 8 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Nous ne parlons pas ici d'une augmentation d'1,5 degré, car ce chiffre d'1,5 degré est un peu rassurant. Vous dites 1,5 degré, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Non, mais 1,5 degré est l'augmentation moyenne. La hausse ressentie est différente selon les endroits. En Inde, elle était de 5 à 8 degrés, au-dessus de la normale cette année. Les êtres humains ne sont pas faits pour survivre quand leur température ambiante normale est perturbée à ce point. Et ne parlons pas seulement des êtres humains. Les oiseaux, les animaux, toutes les autres créatures sont conçues par l'évolution pour survivre uniquement dans des plages de température étroite. Si vous dépassez cette plage de température de part et d'autre, l'organisme ne survivra pas, ne se reproduira pas, ou sa population diminuera considérablement. Blanchissement des coraux. 80 à 90% des récifs coralliens sont maintenant blanchis. Maintenant, ils sont blanchis à cause du dioxyde de carbone, à cause de la température. Et c'est un coût énorme pour les écosystèmes aquatiques, car les récifs coralliens sont des foyers de biodiversité. Quand on parle de leur blanchiment, on dit maintenant qu'ils ont été rendus blancs. Pourquoi ont-ils été rendus blancs? Parce que leur couleur venait des formes de vie qui s'y accrochaient, qui étaient présentes là. Toutes ces formes de vie ont disparu. Donc ce que vous voyez est juste une blancheur morte. C'est le blanchiment des coraux. Les incendies en Californie, bien trop connus. Les incendies en Grèce. Nous avons aussi eu les incendies en Australie, n'est-ce pas? C'était l'année dernière. Chine, Mexique, tempête sans précédent. Et la NASA, enfin, le rapport indiquant que la fréquence des sécheresses et des inondations a doublé au cours des 10 à 20 dernières années. Oui, et si cela semble très lointain parce que c'est très global, alors l'Inde. Oui, j'ai dit que le nombre de cas de coups de chaleur augmente. Le rapport ici a le nombre exact. L'Inde a connu la plus longue vague de chaleur depuis 2010 et la deuxième plus longue vague de chaleur des 50 dernières années. Le nombre de cas de coups de chaleur cette année était de 44 000. Ce nombre dépasse le nombre que nous avons jamais connu. C'est un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Maintenant, ensuite, nous avons une étude de CUWI qui dit que 57% des districts indiens, et ce sont les districts les plus densément peuplés, la plupart d'entre eux dans le nord de l'Inde. Ces 57% des districts indiens abritent 76% de la population indienne. Ils sont à très haut risque de chaleur extrême, aggravés par l'augmentation de l'humidité nocturne, qui empêche le soulagement des pics diurnes. Et c'est ce qui contribue à
de plus en plus de cas de coups de chaleur. Alors, y a-t-il des preuves non disponibles dans le domaine public? Il y a, évidemment. Les preuves sont là si vous cherchez sur le net. Les preuves sont là si vous utilisez un modèle d'IA. Et les preuves sont là si vous ouvrez simplement les yeux et regardez autour de vous. Mais, vous savez, comme on dit, il est très difficile de réveiller une personne qui fait semblant de dormir. C'est ce que nous avons dans le monde entier aujourd'hui, surtout en Inde. Et en fait, quand nous fournissons ces preuves, il y a deux logiques évidentes qui apparaissent. Ils disent que nous, vous savez, présentons une vue pessimiste et que nous croyons en la capacité humaine à s'adapter à chaque défi qui se présente. Comme nous avons fait face à de nombreux défis et nous... Non, non, attends. Ce n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de croyance. C'est une question de savoir si cette capacité peut même exister. C'est comme si nous croyions en la capacité de la glace à survivre à 50 degrés centigrades. La croyance. Nous ne parlons pas de psychologie ici, nous parlons de physique ici. Nous ne parlons pas de système de croyances et d'hypothèses ici. Nous parlons de faits concrets ici. Vous pouvez avoir une grande confiance et croire totalement en la capacité de la glace à survivre à 50 degrés, mais le ferait-elle ? Pourquoi ne pas tester des choses dans un laboratoire plutôt que de s'en remettre à la croyance? Et nous ne présentons pas un tableau pessimiste. Nous présentons le tableau complet. Maintenant, montrez-moi quelle partie vous semble optimiste. Voici le rapport complet. Et montrez-moi quelles parties ne sont pas pessimistes. Que faisons-nous si le réalisme lui-même est devenu pessimiste? C'est la réalité, pas le pessimisme. En fait, vous voulez agir comme l'autruche en ne voulant pas voir ce que vous ne voulez pas voir. Et au lieu d'accepter que vous ne voulez pas reconnaître la peur massive du changement climatique, et ce n'est pas une peur. Une peur est quelque chose de distinct. C'est la 6e extinction de masse actuellement en cours. 75% de toute la faune a été anéantie par notre espèce au cours des 50 dernières années. Et une grande partie de cela est liée au changement climatique. Laissez ça s'imprégner. 75% de toute la faune a disparu. Et tout cela s'est passé presque pendant nos vies. Il n'y a pas de pessimisme là-dedans. C'est comme utiliser un thermomètre et voir que vous êtes à 39 degrés Celsius. Et vous dites, vous savez, c'est une chose très pessimiste. C'est la réalité. Et montrez-moi ce que vous faites à ce sujet. Y a-t-il quelque chose que nous faisons à ce sujet? L'accord de Paris. L'accord de Paris portait sur la réduction des émissions de carbone, n'est-ce pas? L'accord était en 2015. Et il s'agissait d'essayer de ramener les émissions, de réduire les émissions à un niveau qui pourrait correspondre au niveau de 2010. Idéalement, nous aurions dû être capables d'atteindre les niveaux de 1990, idéalement. Bien que ce ne soit pas ce que disait l'accord. C'est la chose idéale, cependant, si vous ne voulez pas de hausse de température.
Cependant, il a été convenu que nous allons nous aligner. Nous allons plutôt prendre les niveaux de 2019 comme référence et ensuite réduire à partir de là. En 2019, l'humanité a émis 59 gigatonnes d'équivalent dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En 2025, c'est en fait un peu plus que ce que nous émettions en 2019. L'accord de Paris a dit qu'il doit être inférieur de 44% en 2030 par rapport à 2019, au lieu d'une réduction de 44%. Nous sommes en bonne voie pour avoir quelque chose augmenté au-delà de 2019. Oublie la réduction. Nous augmentons en fait nos émissions. Où est l'optimisme? S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de positif? Oui, nous aurions pu comprendre que la situation est mauvaise, mais nous y faisons face de manière très sincère, et nous faisons quelque chose pour y remédier. Ici, la situation est mauvaise, et nous ne faisons que l'aggraver jour après jour. Actuellement, dans l'état actuel des choses, l'augmentation moyenne globale de la température dépasserait largement 3 degrés Celsius. Et cela signifierait que les augmentations extrêmes pourraient atteindre 10 à 15 degrés également, surtout dans des endroits comme l'Inde. Et c'est très très étonnant, choquant que ce pays qui est le nôtre, qui risque d'être le plus touché par la catastrophe climatique, soit parmi ceux le plus joyeusement ignorants et peu concernés par la menace climatique. Si nous réalisons une enquête sur la sensibilisation au climat à travers le monde, plusieurs pays comme l'Inde se classeraient parmi les derniers en termes de sensibilisation. Les gens ne veulent pas en parler. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Et cela se reflète dans les politiques gouvernementales. Parce que si vous ne votez pas pour un gouvernement qui reconnaît le changement climatique, comment y aura-t-il des décisions politiques en ce sens? Tout le monde dit « votez vert, votez vert ». Aucun écho de cela n'est entendu en Inde. Ici, l'électeur prend sa décision sur toutes sortes de petites questions, mais pas sur la catastrophe ultime que nous regardons fixement. Non, non fixement, la catastrophe ultime qui nous secoue, qui nous tue en ce moment. Encore une fois, il y en a un de plus qui revient, c'est la croissance économique. Comme quand nous avons projeté cela, vous savez, nous devrions minimaliser nos désirs en raison de la conscience de soi. Puis la question se pose alors que nous réduirions la croissance économique, ce qui entraverait probablement les moins privilégiés ou les pauvres, les personnes moins, vous savez, riches de la société. Mais je veux dire, bien sûr, la réponse évidente est aussi que cela les affecte le plus, l'injustice climatique, mais quand même, je veux dire, ce n'est pas prêt à être accepté dans le sens où cette croissance économique. Voyez-vous, c'est comme cela. Si je reconnais que j'ai un pneu crevé, alors je serai retardé. Ma vitesse sera réduite. La question est, jusqu'où pouvez-vous de toute façon aller avec un pneu crevé? Et ce sont les 4 pneus crevés. Nous ne lisons pas ces choses, mais vous regardez les rapports du GIEC et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
Ils sont très minutieux dans leur collecte de données et dans leurs prévisions. L'Inde est l'un des pays qui va être le plus durement touché, même en termes économiques. De quelle croissance économique parlons-nous en négligeant le changement climatique? Les coûts médicaux, les coûts pour l'agriculture, les coûts pour l'économie informelle, les coûts pour les infrastructures, et même les coûts en termes de votre préparation à la défense. Nous devons lire ces choses en détail. Nous ne sommes pas seulement le pays le plus peuplé du monde. Nous sommes aussi le pays avec le plus grand secteur informel et la plus grande proportion de population, dépendant de l'agriculture et des industries connexes. Que va-t-il se passer avec ces cultures sous le soleil? Pensez aux fermiers, pensez à la culture, pensez à tout l'écosystème, pensez à l'insecte chargé de la pollinisation. Est-ce qu'il survivrait? Pense aux rivières. Non seulement une grande partie de notre population dépend de l'agriculture, mais ils dépendent aussi des moussons. Nos cultures ne bénéficient pas du soutien de l'irrigation. Nous dépendons de l'eau naturelle, des rivières, de la pluie et des réservoirs du sud de l'Inde. Et le changement climatique va perturber les régimes de précipitation. Il l'a déjà fait. Comment y aura-t-il des cultures du tout? De quelle croissance économique parlons-nous? Il y aurait des troubles massifs. Peut-il y avoir une activité économique lorsque toute la population est agitée et qu'il y a des troubles civils massifs s'il ne pleut pas? Les glaciers fondent. Quand les glaciers fondent, tout d'abord, cela provoquerait des inondations. Et après les inondations, il y aurait une sécheresse interminable, car maintenant, les rivières ne peuvent plus couler. Les glaciers, qui sont les sources des rivières, n'existent plus. Comment les rivières couleront-elles? Les rivières ne sont pas là. Les pluies ne sont pas là. Ou il y a juste trop de pluie au mauvais endroit au mauvais moment. D'où viendront les récoltes? Et si les récoltes ne sont pas là, de quelle économie parlons-nous? 60% de la population n'auront rien à se nourrir. Et s'ils n'ont rien pour se nourrir, que feront-ils? Ils se précipiteront vers d'autres endroits. Pensez maintenant aux migrations de masse. Pensez maintenant au chômage. Pensez maintenant à non seulement la migration de masse. C'est un mot très faible. On appelle cela le déplacement total de grandes portions de population. Est-ce que le nord du pays a beaucoup d'industries? L'Inde du Nord a-t-elle de l'industrie? Non. Elle dépend principalement de l'agriculture. Pas de rivière, pas de pluie. Que feront ces gens? Les 700, 800 millions d'entre eux, où iront-ils? Et ils se tueront pour de l'eau. Quelque chose d'aussi simple que l'eau, la nourriture et les céréales. De quelle croissance économique parlons-nous? Même la production dépend en grande partie de la production naturelle. Les textiles, par exemple, montrez-moi. Tout d'abord, le secteur manufacturier en Inde est assez petit. Mais même là, montrez-moi combien d'industries sont totalement isolées du changement climatique. S'il vous plaît, montrez-moi.
Donc ce n'est pas seulement que l'agriculture serait anéantie, même la fabrication et les services dépendent du fait que la population générale ait un peu d'argent à dépenser. Alors cela ne peut pas voir le secteur des services lui-même en continu, n'est-ce pas? Si les deux autres secteurs importants s'effondrent, qui ira manger dans un restaurant? Qui va prendre un taxi? Qui embauchera un cuisinier ou un jardinier? Le comprenez-vous? Qui se rendra dans les lieux touristiques? Que deviendra alors le secteur des services? De quelle économie parle-t-on? Les gens pensent que l'économie peut non seulement se maintenir, mais même continuer à croître, indépendamment du changement climatique. Nous n'avons même pas encore abordé les coûts médicaux, monsieur. Toutes sortes de maladies se multiplient, prolifèrent, s'intensifient et deviennent plus probables sous l'effet du climat. Vous le dites. Des éléments de style de vie comme le cancer, comme les maladies cardiaques, comme les maladies rénales, aux maladies bactériennes comme la tuberculose, aux maladies virales, tout serait exacerbé par le changement climatique. Imaginez un virus enfoui sous une épaisse couche de glace ou profondément enfoui sous le sol dans le pergélisol. Et au fur et à mesure que la glace fond, le virus serait exposé. Et ce virus dormait là depuis des millions d'années. Des millions d'années. Et maintenant, il serait exposé. Ce qui est pire, c'est que vous n'avez pas d'immunité contre ce virus parce que ce virus n'est jamais entré en contact avec les êtres humains. Donc les êtres humains n'ont pas d'immunité contre celui-là. Et ce virus dormait tranquillement sous la glace. Maintenant que la glace a fondu, le virus est sorti. Sauf toi, nous parlons de croissance économique. Qu'est-il arrivé à la croissance économique pendant le Covid? Et des milliers de ces virus sont en sommeil dans les jungles, dans les grottes, sous les calottes glaciaires, sous le sol. Ces virus sont partout et nous sommes en sécurité parce que nous n'entrons pas en contact avec eux. Mais maintenant, ils seront libérés. Vous savez, en 1966, l'avion d'Homi Jahangir Bhabha s'est écrasé dans les montagnes, les Alpes. Et on ne pouvait pas trouver grand-chose, car tout était couvert de neige et de glace là-bas. Maintenant, lentement, quelque chose d'intriguant est en train d'apparaître. Beaucoup de cafés surgissent là, basés sur des thèmes d'Air India. Parce que maintenant, la situation évolue, et non pas un, mais 2 avions d'Air India se sont écrasés là, au même endroit. L'un en 1950, l'autre en 1966. Et les débris de ces 2 avions sont maintenant exposés, car, à cause du changement climatique, la glace fond. Donc la population locale emporte ces choses, et l'avion est une chose énorme. Donc la population locale emporte ces parties. Et en les utilisant dans les designs de leurs cafés chics. Et beaucoup de choses sont maintenant découvertes qui étaient enterrées sous la glace depuis longtemps. Maintenant, la glace n'est plus là. La glace libère tout ce qui était caché par elle. Et ces virus vont sortir. Et nous parlons de la croissance économique. Nous avons oublié la Covid. Quelle croissance économique? Le cœur économique de l'Inde est Mumbai, et nous savons de combien de centimètres le niveau de la mer a déjà monté. Que va-t-il arriver à Mumbai? C'est la ville qui vous fournit le maximum de recettes fiscales. C'est la ville
c'est votre centre financier. Et le niveau de la mer augmente. Quelle croissance économique! Et votre capital politique est Delhi, qui est vulnérable au pire type de vague de chaleur. Et nous parlons de croissance économique? Trois de vos plus grandes villes métropolitaines, Mumbai, Chennai, Kolkata, sont vulnérables à la montée du niveau de la mer. Et la vulnérabilité, encore une fois, est un mot si doux. Lorsque le niveau de la mer monte, il avale simplement la ville. C'est tout, terminé. Fin de partie. Vous avez maintenant une ville sous-marine, ou du moins, de grandes parties de la ville seront maintenant sous l'eau. Gérez la ville. Nord de l'Inde, au moins, il y a un certain soutien que les glaciers sont énormes. Les calottes glaciaires de l'Himalaya. Donc, les glaciers mettront un certain temps à fondre, et d'ici là, les rivières continueront de couler. En Inde du Sud, les rivières dépendent moins de la glace que des précipitations. Que se passe-t-il lorsque les modèles de précipitation sont perturbés? Que deviendraient toutes nos rivières de l'Inde du Sud? Déjà les deux États se sont disputés les eaux de la Cauvry. La dispute sera résolue parce qu'il n'y aura pas d'eau. Et au nord aussi, vous avez Delhi et Haryana qui se querellent pour les eaux de la Yamuna. Si l'avenir a une histoire, alors l'histoire regardera cette période, le 21e siècle, avec un grand étonnement. Nous qui habitons ce siècle seront vus comme des idiots complets, des caricatures au nom des êtres humains. Et le futur, s'il existe, nous demandera: comment avez-vous pu être si stupide pour ne pas affronter les faits, pour continuer à nier la vérité? Nous sommes un peuple très spécial, à une époque très spéciale. Nous faisons de notre mieux pour détruire toute la planète. C'est un événement très, très rare dans l'histoire de la Terre. Nous sommes un peuple très spécial. Nous sommes très privilégiés, en fait. S'il y a un avenir, l'avenir se souviendra de nous. Ceux-ci étaient les idiots. Nous entendons souvent que les finances personnelles devraient être une matière obligatoire à l'école. Cependant, maintenant, il semble que l'éducation environnementale ou l'éducation à la santé doivent être des matières obligatoires qui doivent être enseignées à l'école. Vous voyez, c'est bien cela. La science du changement climatique n'est pas compliquée, n'est-ce pas? Elle est très simple. Même un élève de 10e année peut le comprendre. Le problème n'est pas tant l'intellect, la science ou... Le problème réside dans l'intention de reconnaître l'évidence. Le problème, c'est que nous manquons d'honnêteté intérieure. Le problème n'est pas que nous manquons d'éducation ou de science. Nous manquons d'honnêteté intérieure. Et à moins que notre système entier d'éducation et notre culture, Veuillez mettre l'accent. Et éduque ses enfants
Ne pas accepter le faux, quel qu'en soit le prix. Il n'y a pas moyen que l'honnêteté intérieure se développe. Nous pourrions être des personnes très instruites, nous pourrions également connaître vraiment les faits, mais que faire lorsque l'on connaît les faits et que l'on veut pourtant les nier? Ici, le problème n'est pas celui de l'éducation, mais de l'honnêteté. Ce qui signifie que votre système éducatif n'enseigne pas l'honnêteté. Votre système éducatif leur enseigne uniquement des choses externes, rien d'interne. Vous pourriez être scientifique et pourtant climato-sceptique. C'est possible. Vous pourriez avoir tous les faits sous les yeux et pourtant choisir de les écarter. Merci Acharya Ji.